Bonsoir. Quoi, que celui qui sont communément admis sur l'ensemble du territoire national. Et je voudrais déjà vous tenir informé. Attends-moi, attends-moi. Attends-moi. J'arrive. Attends-moi, oui. Donc, je voudrais déjà vous tenir informé qu'ici, au camp de Boy, eh bien, ce sont les mêmes récriminations. Les gens sont pratiquement à 2 ans, 3 ans sans avoir accès à l'eau potable. Et le chef de l'État parle de l'accès universel à l'eau. Ici, du côté du camp de Boy, la jeunesse n'a pas d'emploi parce qu'elle n'est pas formée, parce qu'elle n'est pas structurée, parce qu'elle n'a pas toute l'attention qu'il faut des pouvoirs publics. Autrefois, Omar Bongo Niba parlait de la sacralisation de la jeunesse. Cette sacralité qui aurait permis justement à la jeunesse des quartiers sous-intégrés d'avoir le même accès à l'emploi que ceux-là, les jeunes des quartiers nantis, c'est-à-dire des quartiers des riches, des bourgeois, des gérontocrates et des plutocrates émergents. Je voudrais donc une fois de plus attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité également de jeter un regard au sein de nos quartiers sous-intégrés. Ici au camp de Boy, les populations ont également besoin d'avoir l'accès à l'eau potable, d'avoir l'accès à l'énergie, d'avoir l'accès à la formation, d'avoir l'accès à l'éducation. Ali Bongo Niba disait dans ses réflexions qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux, qu'il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Et là, vous voyez bien que cette politique n'est pas profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Là, vous avez justement ce semblant de fontaine publique qui avait été initié certainement par les pouvoirs publics. Malheureusement, il n'y a pas d'eau. Vous voyez bien, il n'y a pas de robinet, il n'y a rien. Et c'est pratiquement pareil un peu partout dans ce quartier. Donc nous sollicitons une fois de plus le pouvoir public la nécessité d'aider les populations d'avoir accès à l'eau potable. L'eau potable est une donnée fondamentale. Elle fait partie des objectifs du millénaire pour le développement durable. Sans l'eau, eh bien, il n'y a aucun progrès. Sans l'eau, il n'y a aucun développement. Encore pire, lorsqu'il s'agit de l'énergie. Et lorsque nous voyons justement toutes ces personnes nous vanter les mérites de la gouvernance politique et économique actuelle, eh bien, nous sommes à même de nous interroger si ces Gabonais-là vivent véritablement la même situation de prévarication que nous vivons dans nos quartiers sous-intégrés. Je suis un jeune diplômé de la quartier sous-intégré où nous avons vu des murs et des pas murs. Et ici, au camp de Boy, eh bien, malheureusement, c'est le même désintérêt des pouvoirs publics à l'égard de ces populations. Donc, c'est le même marteau qui frappe, disait un grand auteur, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Beakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Un grand auteur philosophe disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que chacun de vos pas soit guidé vers la raison. Que chacun de nos pas soit guidé vers la raison. Je viens une fois de plus de rencontrer, pendant que j'étais en train de marcher, eh bien, un autre groupe de jeunes Gabonais. Des jeunes Gabonais grévistes. Grévistes parce que ces jeunes Gabonais sont à 9 mois. 9 mois sans percevoir leur bourse. 9 mois de misère. 9 mois de galère. 9 mois de pression et d'oppression. Parce que nombreux de ces étudiants sont partis justement de plusieurs villes et villages. Et là, c'est l'école nationale du cadastre et des sciences géographiques. L'école nationale du cadastre et des sciences géographiques. Et là, je voudrais interpeller le ministre du cadastre, interpeller l'actuelle architecture gouvernementale, dont le vice-président en charge du gouvernement n'est rien d'autre qu'Alexandre Barros Chambry.
ce budgétivore mercantiliste, épicurien, plutocrate, aristocrate, bourgeois, qui en réalité, Dieu seul sait s'il a déjà vécu les mêmes conditions d'existence que nous qui sommes dans les quartiers sous-intégrés, les quartiers à faible niveau de productivité, les quartiers où se vit toute forme d'oppression et toute forme de marginalisation et d'exclusion. Je voudrais donc attirer l'attention du ministre du CADAS sur la nécessité de tout mettre en œuvre au courant de cette semaine pour que les étudiants de l'École nationale du CADAS puissent rentrer en possession de leur bourse. Cela fait 9 mois, disons 3 trimestres, que ces étudiants-là n'ont pas la bourse. Et parmi ces étudiants, il y en a qui sont partis de Koulamoutou, d'autres de Mekambo, de Tchibanga et autres. Donc il serait souhaitable que leur bourse leur soit payée et restituée dans un délai de 72 heures. Donc dites au vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, que David Mbeakoma demande à son ministre du CADAS de payer les bourses à ces étudiants qui sont en extrême indigence, en extrême difficulté. Ça, c'est déjà la première information que je voudrais donner au vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, avec son second vice-président de la République, qui n'est rien d'autre que le professeur docteur Anke Serge Mundunga. Paraît-il qu'il est docteur en droit objectif, droit source, la loi, la coutume et la jurisprudence, dont je continue à récuser d'ailleurs la véracité de ces diplômes. Parce qu'en sa qualité de docteur, et qui plus est en droit, Séraphin Mundunga aurait tout fait pour entrer en contact avec l'ensemble de ces étudiants qui grèvent pratiquement sur l'ensemble du territoire. Vous allez du côté de l'université de Masoko, ce sont les mêmes récriminations avec l'université qui s'est transformée en véritable mouroir d'intellectuels. Au niveau de Libreville, vous êtes encore pire. L'université Omar Bongo Ondimba aujourd'hui ne ressemble à rien. Et les plus mauvais souvenirs que j'ai de ma vie, eh bien, ce sont mes années passées à tort à l'université Omar Bongo Ondimba. Mais Dieu merci, par des voies de la Providence, eh bien, je me suis retrouvé à obtenir un emploi quand même qui me permet de subvenir un certain nombre de besoins. Allez-y également dire au ministre de l'économie, du budget et de la lutte contre la vie chère, c'est-à-dire le banquier Jean-Claude ou Henri-Claude, je crois, Henri-Claude Oyima, que tous ces esprits guéris, cette artificerie ne pourront distraire personne. Lorsque ces derniers arrivent à nous dire que la fonction publique est saturée et qu'il serait inconvénient de pouvoir rêver avoir de nouveaux fonctionnaires dans l'administration, alors que dans chaque jour, eh bien, il y a des fonctionnaires qui décèdent, il y a d'autres qui vont en retraite. Donc la fonction publique ne peut pas être saturée. Mais bien au contraire, cette fonction publique est saturée parce que jusqu'à présent, les membres du gouvernement refusent de nous donner le véritable bilan des audits. Les audits qui ont été effectués par la task force initiée par les forces de défense et de sécurité, et ces forces de défense et de sécurité qui non seulement arrivent à vouloir militariser l'administration, mais ces derniers arrivent à rechercher la plus-value d'une administration alors que le service public est gratuit. Et d'ailleurs, ce sont ces derniers qui ont identifié David Mbeakoma comme un fonctionnaire fantôme, et ne sachant bien pas la réalité de ce qui est vécu par les fonctionnaires au sein de nos différentes administrations. Et d'ailleurs, ils m'ont traduit en conseil de discipline et j'attends ce conseil de discipline avec fermeté, avec diligence, pour pouvoir apporter mes contre-arguments et apporter la preuve à ces individus qui sont totalement à l'opposé des aspirations légitimes du peuple souverain, mais encore pire, de la vision qui avait été impulsée par le chef de l'État Brice Cotter Oligui Nguema. Je voudrais rappeler également aux agents de forces de défense et de sécurité que autrefois, de par toutes les constructions de l'humanité, les forces de défense et de sécurité garantissaient les régimes librement consentis par le peuple souverain. Elles n'étaient pas au cœur de notre système de gouvernance politique, économique que ce soit. Or, aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont juges et partis. Et on a bien vu, à travers les délégations spéciales de ces forces de défense et de sécurité, qu'elles n'ont pas pu améliorer un certain nombre d'indicateurs dans la gouvernance locale. Vous arrivez partout sur l'ensemble des territoires, et bien les poubelles se sont multipliées avec une incapacité notoire de ces forces de défense et de sécurité d'apporter une nouvelle alternative. J'ai vu lorsque j'étais au Ghana, lorsque j'étais en Afrique du Sud,
la poubelle être transformée en énergie électrique par l'effet de la biomasse, par l'effet du progrès technique, scientifique et technologique. Donc c'est la tchatche que le gouvernement actuel fait en pensant que ce gouvernement a affaire à des déscolarisés analphabétisés quand bien même nous sortons des quartiers précaires. Mais ces gens-là doivent comprendre qu'au sein de ces quartiers déscolarisés analphabétisés, il y a tout de même des valeurs. Il y a également une élite au sein de ces quartiers. Et nous faisons partie de cette élite. Et c'est pourquoi nous voulons nous insurger contre le gouvernement actuel, le gouvernement qui est incarné d'ailleurs par Brice Koté Oligui Nguema, qui en est la tête de file, c'est-à-dire la tête de proue, en sa qualité de chef du gouvernement. Donc il emporte l'entière responsabilité par rapport au principe de la responsabilité du fait d'autrui. Il y a le principe de la collégialité gouvernementale. Cette collégialité gouvernementale fait en sorte que c'est Brice Koté Oligui Nguema aujourd'hui qui porte le flambeau de ce gouvernement atypique, un gouvernement incapable, inapte à pouvoir commander et à donner une certaine satisfaction aux couches des populations des quartiers précaires. Je vous dis, là je suis du côté du camp de Boy. Malheureusement, ça fait pratiquement 3 ans, ces populations n'ont pas de l'eau potable. Comment envisager le progrès de demain avec des populations qui n'ont pas l'accès à l'eau potable? Les enfants font comment pour aller à l'école, ils font comment pour se nourrir et autres. Donc c'est une situation que nous devons décrier. Et je voudrais avec fermeté m'insurger contre cette gouvernance non seulement totalitaire, cette gouvernance qui n'arrive plus à donner satisfaction des aspirations légitimes du peuple souverain. On a tout fait de crier sur Ali Bongo au débat. Malheureusement, eh bien, la gouvernance actuelle, elle est aux antipodes de la réalité des promesses qui avaient été, soit dit, tenues par les forces de défense et de sécurité. Et c'est pourquoi j'appelle le chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, de mettre fin à ce gouvernement atypique, ce gouvernement apathique, ce gouvernement frappé de néplégie, de tétraplégie, d'aveuglement, voire même d'égarement d'esprit, incapable d'apporter des solutions mineures aux populations gabonaises. Aujourd'hui, la SEEG, le chef de l'État, a mis le syndicat en cellule en leur attribuant de convo. Malheureusement, eh bien, la gouvernance au niveau de la SEG est restée aléatoire, eschatologique, comateuse et apocalyptique. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les syndicats qui sont à l'origine de la dégradation d'un certain nombre des indicateurs. C'est ce gouvernement qui est inapte à diriger un gouvernement des incapables. Je dis bien, c'est un gouvernement des incapables. Allez-y, je leur dis que David Mbeakouma a dit que vous n'êtes pas à la hauteur des attentes des populations, vous n'êtes pas capable d'implémenter la vision impulsée par le chef d'État, Brice Koté Oligui Nguema, et c'est un véritable désenchantement général, une désillusion et qui ne vous servira pas d'alibi à cause de votre populisme. Je le dis et je le répète, Alexandre Barraud-Chambrier est un économiste des pays tropicalisés, des pays industrialisés à faible niveau de productivité, à faible niveau d'intellectualité, parce que pour un économiste monétariste, mais comme Alexandre Barraud-Chambrier, qui a été l'impulsateur justement des politiques publiques à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, qui avait mis en place ce qu'on appelait les PASS, les programmes d'ajustement structurel qui consistaient au désengagement de l'État de l'activité politique, la restructuration et les privatisations. Donc Alexandre Barraud-Chambrier est le père de la privatisation, avec mon très cher grand frère qui vient d'ailleurs d'être élu, Ngoma Madungu, du côté de Mimongo Logoulou, plus le sénateur de Nkembo, c'est-à-dire Zaf. Et ce dernier le disait d'ailleurs, que le père nous a châtiés avec le fouet, le fils va nous châtier avec les scorpions. Et là, c'est le neveu qui est en train de nous châtier avec les lames de fer, avec les lames de verre. Et c'est dommage et regrettable. Je voudrais une fois de plus attirer l'attention du chef de l'État, Brice Koté Oligui Nguema, sur la nécessité pour lui de mettre fin à ce gouvernement inapte, incapable à diriger. Et puisque nous sortons des élections locales et législatives, il va falloir rechercher de nouvelles personnes qui soient capables d'implémenter la vision du chef de l'État, et ils sont nombreux comme ça, être capables justement d'éveiller au confort, au bien-être des populations. J'en veux pour preuve également cette candidate du côté du 6e arrondissement,
cette femme dynamique qui s'est caractérisée par un certain amour à l'égard de son prochain avec une autre compatriote également du côté du 5e. Donc il faut voir comment également récupérer toutes ces personnes qui ont perdu les élections pour pouvoir les mettre à l'intérieur du gouvernement pour qu'elles puissent apporter du sang nouveau, un souffle nouveau dans cette dynamique qui doit être impulsée au sommet de l'État pour que les populations puissent espérer manger une gargote, une bévolie, une chasse mouchetée. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Bakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale langue au cours de ces 5 prochaines années à venir. Là, je voudrais également attirer l'attention des pouvoirs publics et particulièrement celle soit dit du ministre de la Communication, d'ailleurs ancien ministre de la Justice, qui a été lamentablement battu du côté de l'Ambaréné, Paul-Marie Ngonjo, que vous connaissez très bien, qui n'était rien d'autre que le digne héritier et fils de Ngonjo, Paul-Marie, qui était d'ailleurs président de l'Assemblée nationale. Dire à ce dernier que Harold Leka a fait l'objet d'une interpellation fallacieuse avec des accusations qui sont des accusations qui voudraient tout simplement noyer ce pauvre journaliste. Harold Leka, qui est d'ailleurs responsable d'un journal en ligne, un journal qui est frisé par les populations à cause de sa ligne éditoriale, comme celle de David Bakouma, caractérisée par une certaine liberté de ton, liberté d'esprit. Et Harold Leka va faire pratiquement 5 jours de détention préventive, donc de garde à vue, totalement en opposition avec ce que dit la loi, c'est-à-dire 48 heures pour la garde à vue et la prolongation ne peut se faire que par autorisation expresse du procureur de la République. Et notre loi fondamentale qui a été adoptée lors du référendum est claire. Cette loi parle du principe justement de la présomption d'innocence et non la présomption de culpabilité. Ce principe qui est tiré du droit général à partir de la Déclaration universelle des droits de 1789, auréolée par la lutte contre les privilèges monarchiques du roi Louis XIV, qui incarnait la personnification et personnalisation du pouvoir, stipule clairement que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, eh bien ce dernier est censé être considéré comme un innocent. Et notre loi fondamentale également stipule très clairement par rapport aux garanties de représentation qu'un pseudo accusé peut bénéficier d'une certaine liberté jusqu'en attente de son procès. Donc le rôle du procureur de la République n'est pas d'envoyer les gens en prison. Et même le juge d'instruction ne peut pas envoyer les gens en prison sur un faisceau d'informations dont il n'aurait pas absolument vérifié la quintessence, l'opportunité justement de ces poursuites judiciaires. Je voudrais donc m'insurger contre cette arrestation arbitraire, cette arrestation qui ne tient pas compte justement des simples principes de respect des droits humains, des simples principes de liberté des personnes, des garanties constitutionnelles dont nous avons acquis par des rudes batailles depuis l'avènement de la démocratie en 1990. Donc en 35 ans, l'apprentissage démocratique, eh bien, la jeunesse n'est pas restée la même. Amoureuse de gargotes, de bévriers, de chasse mouchetées, la conscience citoyenne de cette jeunesse s'est émancipée à travers un laboratoire d'expérience d'action qui était l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, dont j'étais la parfaite incarnation. Et c'est pourquoi je m'insurge contre ces méthodes totalitaires, ces méthodes qui en réalité arrivent à jeter le discrédit par rapport au chef de l'État Brice Cotton Lydie Guéma, qui nous avait promis monts et merveilles. Il nous avait promis la démocratie, il nous avait promis la liberté, il nous avait promis le respect d'un certain nombre d'exigences. Malheureusement, eh bien, son gouvernement, caractérisé par le totalitarisme, l'ostracisme, aujourd'hui est en train d'amenuire le capital social du chef de l'État comme une peau de chagrin. Et je voudrais d'ailleurs vous relever les chefs d'accusation dont notre journaliste a fait l'objet d'après le ministère public, qui n'est rien d'autre que l'avocat de l'État. Il est poursuivi pour escroquerie, pour passation illégale des marchés publics et surfacturation. C'est tout de même dommage et regrettable. Je voudrais déjà détruire en brèche ce premier argument qui est celui de l'escroquerie. Il n'y a eu aucune escroquerie entre la passation justement de marché entre M. Harold Leka et la caisse de dépôt et de consignation. C'est la caisse de dépôt et de consignation
qui, à la limite, n'a pas pu respecter ses engagements parce que Harold Ileka a bel et bien signé un contrat en communication avec la Caisse de dépôt et de consignation. Et ce marché public, qu'on dit d'avoir été passé de manière illégale, eh bien c'est un gros tissu de mensonges. Il y a ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Et d'ailleurs, l'actuel ministre de l'économie venait de décrier, d'après l'examen qu'il a fait des audits, qu'il y a eu près de 80% des passages de marchés de gré à gré lors de l'ancien système Bongo PDG. Et pourquoi toutes ces personnes ne sont pas poursuivies et que ce soit le bouc émissaire bien identifié, c'est-à-dire Harold Ileka, et qui aujourd'hui fait le chou gras, il devient la victime. Donc l'escroquerie n'existe pas, c'est une fausse accusation. Il est de même pour la passation illégale de marché. Ce marché s'est passé dans des conditions de légalité. Et encore la surfacturation, il n'y a pas de surfacturation dès lors que vous n'avez pas la mesure, l'évaluation justement des services en communication. J'ai déjà pu obtenir à partir d'un service de communication de 10 minutes un montant qui oscillait entre 500 000 francs et 600 000 francs. J'ai dit bien 10 minutes de communication, j'ai pu obtenir un montant de 600 à 500 000 francs. Donc, il n'y a pas de surfacturation. C'est un professionnel de l'information. Quelqu'un qui est caractérisé par une certaine expertise, un certain professionnalisme. Donc, la surfacturation, si elle a existé, elle ne peut être existée que du côté des dirigeants de la Caisse nationale des dépôts et des consignations. Et j'ose croire que le ministère public va nous dévoiler la liste de toutes ces personnes qui ont opéré justement cette passation illégale de marché public avec le journaliste Harold Ileka et qu'on nous apporte la preuve matérielle et financière que cette entité publique para-étatique a été victime d'une escroquerie. Et il faut qu'on nous montre comment est-ce que Harold Ileka a pu escroquer la Caisse de dépôt et de consignation. Et ensuite, comment est-ce que Harold Ileka a pu surfacturer justement ces données financières à partir du contrat et qu'il a obtenu avec la Caisse de dépôt et de consignation. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres qu'un contrat est un acte juridique et qui repose sur un certain nombre d'exigences et de conditionnalités de validité de cet acte juridique. Vous avez d'abord le principe de l'autonomie. L'autonomie, donc l'autonomie entre les deux parties, la Caisse des dépôts et de consignation et Harold Ileka. Et ensuite, vous avez également le principe du consentement. Le consentement. Dès lors que vous avez ces deux principes réunis, l'autonomie de la volonté, le consentement, ensuite l'absence d'erreur. L'absence d'erreur. L'absence justement d'éléments matériels et qui s'userait d'ailleurs une espèce de tromperie, eh bien, ce contrat est considéré comme nul. Or là, nous avons en face de nous toutes les conditions réunies de validation de cet acte juridique. Donc tous les arguments qui ont été énoncés par le procureur de la République, l'avocat de l'État, eh bien, ce sont des arguments qui ne peuvent pas reposer sur une espèce de véracité juridique parce que on étudie d'abord les faits. Ce sont les faits qui sont générateurs d'actes juridiques. Or là, vous avez des individus qui arrivent à qualifier les faits en actes juridiques alors qu'ils n'ont même pas étudié les faits. Et c'est cela le règne du totalitarisme parce qu'on voudrait faire taire des sons discordants, on voudrait museler la presse, on voudrait justement régler les comptes à des individus qui refusent de s'aligner. Et Harold Ileka et comme David Berkoma, comme Alain Gauthier, nous sommes des non-alignés. Nous sommes la troisième voie, le refus justement d'acceptation de cette réalité, cette coexistence pacifique entre l'union du parti entre l'Union démocratique des bâtisseurs et le Parti démocratique gabonais. Et là, je vais rentrer également de plein pied sur ce dernier niveau de ma communication du jour, sur le renouvellement de notre chambre bicamérale. Aujourd'hui, nous apprenons que plusieurs membres de l'Union démocratique des bâtisseurs qui ont gagné l'élection dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, mais également dans le 4e arrondissement, eh bien, ils refuseraient de se porter candidat pour être sénateur. Parce que quoi? Ils auraient une fois de plus fait le compromis avec certains membres du Parti démocratique gabonais. C'est le cas dans le 4e arrondissement avec Jason Ayenoué qui a eu 4 conseillers municipaux et le parti d'Alexandre Barreau-Chambré a 4 conseillers municipaux et le parti de l'Union démocratique des bâtisseurs qui a 10 conseillers municipaux. Donc l'Union démocratique des bâtisseurs
aurait certainement fait une alliance, non pas contre nature, dès lors que depuis le départ, eh bien l'Union démocratique des bâtisseurs, nous l'avons dit que c'était le PDG et le PDG en TRI et que le PDG n'était que le CTRI en civil. Donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Donc comprenez aisément qu'aujourd'hui Jason Ayenwe poursuit le poste de sénateur avec 6 conseillers sur 20. C'est quand même incroyable. Il n'a même pas la moitié de 20 conseillers. Mais il a 6 conseillers sur 20, mais il est candidat pour être sénateur. Il n'y a qu'au Gabon où on peut apercevoir ce genre d'absurdité, ce genre d'hérésie macabre, parce que quoi, on voudrait exploiter l'incrédulité spéculative des populations gabonaises. C'est dommage, c'est regrettable, et je voudrais m'insurger contre ce genre de calcul malsain, ce genre de moquerie du peuple souverain, au garant de toute légitimation de pouvoir. Il est de même dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, où le PDG a été lamentablement et copieusement battu. Et là, nous sommes surpris que celui qui représentait la tête de liste, c'est-à-dire le délégué spécial actuel à la commune de Libreville, d'ailleurs, et qui a été lamentablement battu pour avoir cassé nos maisons à plein retour. J'ai perdu 5 villas de mon père plus une maison en étage. Et je le dis très clairement que ces gens-là, je les pourchasserai jusqu'aux portes de l'enfer tant qu'ils n'auront pas restauré l'honneur, la dignité du prince Adouma que je suis avec mon père, c'est-à-dire Mfoume Samsimo. Et ils ont préféré donner des maisons à ceux-là qui n'habitaient pas plein rôti, ceux-là qui n'étaient pas dans le cas comme nous. Et ils ont transformé David Beakoma en un sans-abri avec mon père, avec ma marade et l'ensemble de mes petits frères. Et je vous dis, cette bataille-là, vous ne la gagnerez pas. Parce que j'utiliserai toutes les méthodes pour vous contraindre justement à respecter cette destruction des biens de mon père. Et elle ne restera pas impunie. Ça, vous pouvez compter sur David Beakoma. Et allez-y dire au prince de béton Briskoto Ligigema que David Beakoma a dit que cette bataille ne s'arrêtera pas là. Elle ne s'arrêtera pas là parce que je n'attends pas être brimé. Ces maisons, mon père les a construites avec son argent et non avec l'argent de l'État. Et il n'y a pas de raison qu'il puisse perdre toutes ces maisons au bénéfice d'une déclaration d'utilité publique contrefaite avec des actes de falsification une fois de plus, avec des entités judiciaires corrompues, avec un ministère de la justice qui ne sert que d'acabit pour pouvoir exploiter les populations en les jetant dans le tourment, dans la misère, dans la pauvreté et la prévarication. Donc, du niveau du 5e arrondissement, ils ont également choisi Gisèle Akogé, l'ancienne ministre, l'ancienne députée de cette circonscription. Et d'ailleurs, son mari vient de battre Adegonde, qui était dans le 2e arrondissement, lui également était député dans le 6e arrondissement. Donc il a déjà son mari qui est député, et voilà qu'on veut faire également de la femme la sénatrice, alors qu'elle a été copieusement battue dans le 5e arrondissement, et c'est dommage et regrettable. Et là je voudrais encourager mon frère, mon petit frère Karim Ndegui, qui est également de se porter candidat pour la conquête de ce poste de sénateur, et j'invite les membres conseillers municipaux de l'Union démocratique des bâtisseurs de ne pas respecter les ordres de leur hiérarchie, mais de voter plutôt pour Karim Ndegui pour qu'il soit leur digne représentant au niveau du Sénat. Ce n'est que respecter la loi dès lors que Karim Ndegui était 2e sur la liste qui avait été conduite par mon très cher petit frère Arsène Edouard Kogé, cet acteur politique le plus brillant dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Il est de même pour plusieurs autres circonstances administratives et territoriales où des consignes de l'UDB ont été données pour favoriser les pédagistes, certains pédagistes qui n'ont d'ailleurs pas obtenu gain de cause lors de ce processus électoral, parce que le peuple voulant en découdre en pensant à tort ou à raison que le PDG était le mal du Gabon. Malheureusement, vous sortirez de votre torpeur, vous sortirez de votre désillusion, de votre désenchantement, de votre aveuglement et étourdissement, voire également d'esprit, en sachant que le PDG n'était pas le véritable mal. Le véritable mal, ce sont les conservateurs de privilèges et des hypothèques, ces aristocrates bourgeois, ces grandes familles, ces fils justement de budgétivores qui ont emprisonné le peuple, qui ont gangréné un système gabataire, un système qui ne soit plus capable justement de porter le confort, le bien-être des populations. Et Brice Koto Ligigama est tombé pieds joints dans ce système aujourd'hui qu'il a pratiquement
a morcelé, qu'il a pratiquement embrigadé avec une impossibilité d'un retour en arrière, un combat. Et c'est pourquoi je voudrais une fois de plus interpeller Brice Kotta Oligui Nguema à la vigilance et retenue prudente, parce que le PDG n'est pas seulement un esprit, mais le PDG c'est toute une machine administrative, une machine financière, une machine électorale. Et là, le PDG a été pris de court par l'Union démocratique des bâtisseurs, mais attendez la réaction du Parti démocratique gabonais, elle ne se fera pas entendre. Et ça, vous pouvez en être sûr, durant les 5 prochaines années et les 7 prochaines années, eh bien, la gouvernance de Brice Kotta Oligui Nguema va se caractériser par, une fois de plus, des chasses mouchetées, par des manipulations au sommet de l'État. Et là, vous avez déjà le ministre de l'économie du budget, paraît-il, en charge de la lutte contre la vie chère, qui cumule un certain nombre de prérogatives de puissance publique avec un conflit d'intérêts qui aujourd'hui est en train de menacer la paix sociale, la cohésion et l'unité de notre pays. Donc le chef de l'État doit faire attention, je dis bien doit faire attention, parce que s'il continue à faire confiance à ces vieilles vestiges du Parti démocratique gabonais qui ont choué lamentablement depuis le port de Mar, en passant par Ali, en pensant un seul instant que le PDG va apporter une aide de réfléchir dans la gouvernance eschatologique, comateuse et apocalyptique qui est impulsée actuellement par le gouvernement. Mais j'ai bien peur que Brice Kotta Oligui Nguema arrive à se fourvoyer et que son prochain mandat ne sera qu'un mandat qui va se décliner en peau de chagrin. Mais nous osons croire que ce dernier va pouvoir écouter la voix des sans-voix, la voix de David Bakouma, pour pouvoir corriger, pour pouvoir améliorer un certain nombre d'indicateurs humains. Tous les pays qui se sont développés ont d'abord investi dans le secteur primaire à travers la lutte contre les déséquilibres alimentaires pour chercher à atteindre l'autosuffisance alimentaire grâce à une industrie agricole mécanisée à haute intensité capitalistique pour pouvoir permettre justement à la paysannerie de transformer les quartiers de ces villes et villages en véritable pôle attractif de l'élevage. Enfin, ensuite vous amorcez le processus du secteur secondaire caractérisé par l'industrialisation, et l'industrialisation ne peut reposer que sur les investissements en capital humain, en développement de compétences, investir dans le progrès, investir dans les universités, investir dans la formation pour que nous puissions quitter d'une économie de rente en une économie de production, c'est-à-dire une économie de transformation. La transformation des matières premières et autres. Malheureusement, nous sommes loin du compte. Ensuite, nous rentrons dans le troisième niveau qui est celui du secteur tertiaire avec le développement de compétences, avec ce qu'on appelait les nouvelles technologies de l'information et la communication, donc l'INTIC. Et ensuite, vous avez le quatrième secteur. Le quatrième secteur, ça, vous conviendrez aisément avec nous, c'est le loisir. C'est le loisir. Et là, on va construire un parc du côté du Haut-Togo avec des étudiants qui n'ont pas de table banc, des étudiants qui n'ont pas d'amphi, des étudiants qui n'ont pas de bourse. Donc, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Donc, dites à Brice Kotta Oligui Nguema qu'il est en présence de lui des économistes pangos, des économistes des quartiers sous-intégrés des faubourgs de Paris, donc soit de Cambridge et autres. Mais tu vois, Bissangou, il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Je dis bien qu'ils n'ont pas les papiers. Bissangou, il n'y a pas les papiers. Bissangou, il n'y a pas. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas. Regardez, regardez là où je suis. Vous avez vu? Voilà. Ici, il n'y a pas le goudron, il n'y a pas le gravé, il n'y a rien. Voilà. Ils ne sont même pas capables d'amener ne serait-ce que, comment ils appellent, le béton, hein, comme ils font dans plusieurs autres quartiers. Voilà. Et ici, j'ai appris, ici au lycée Lomba, où je suis arrivé en 6e, à l'âge de 11 ans, le plus vieux avait 15 ans, et il n'y avait pas de lycée français. Donc c'est ici, dans ce quartier, où j'amenais des filles blanches, et nous faisions la fête ici, avec plusieurs des enfants des riches. J'étais pratiquement l'un des enfants les pauvres dans ce lycée. Et il y a plus de 40 ans, il n'y a eu aucun changement. Voilà, 40 années après, je reviens ici, c'est pareil. C'est la même misère, c'est le même niveau de prévarication, de pauvreté. Et là, ils sont pratiquement à plus de 5 ans. Ils n'ont pas l'accès à l'eau potable, il n'y a rien. Il n'y a pas de formation. Et voilà, il n'y a pas d'emploi. Les jeunes sont en train de souffrir ici. Et on nous montre seulement le quartier où Brice Kotta Oligui Nguema est en train de construire ces édifices. Du côté de bord de mer, on voit des étages poussés. Alors qu'il y a des quartiers environnants
dont on ne veut pas montrer le paysage, le visage, parce qu'ils sont habitués à faire du populisme. Hein, montrer seulement le beau côté de Libreville, alors que Libreville également a beaucoup de mapanes. Et vous voyez bien d'ailleurs le quartier Camp de Boy. D'ailleurs, c'est une dénomination que nous devons pratiquement briser. Parce qu'ici, là, il n'y a pas que de boys ou des pauvres gens ici. Non. Ici également, il y a des gens qui ont des emplois, qui ont des unités productives, qui arrivent également à travailler aisément. Et là, je vais me retourner vers un de mes petits frères qui est résident ici depuis pratiquement plus de 30 ans. Et qui connaît au mieux ce qui se passe ici, du côté du Camp de Boy. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter à la population et nous dire un peu quelles sont les préoccupations majeures qui se trouvent ici du côté de votre quartier? Il n'y a pas de l'eau pendant 7 ans. Voilà, ça fait 7 ans ils n'ont pas d'eau déjà. Il n'y a pas d'eau. Il y a les coupures tous les jours. Voilà, et le coupure d'électricité également. Tous les jours. Et on n'a pas le béton. Voilà, il n'y a pas le béton, les voies sont totalement dégradées. Parce qu'ils vont casser. Voilà, et là, il dit aisément qu'on demande de libérer parce qu'ils vont également casser ce quartier. Mais donc les premiers casses, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, s'ils ont construit encore d'autres édifices. Et là, ils veulent attaquer encore un autre quartier dans les casses après avoir été élus par les populations. Qu'est-ce que vous pouvez dire également pour interpeller Biscoto Oligui-Nguema par rapport à cet état de fait, par rapport à toute la victimisation dont les populations font l'objet ici du côté du Camp de Boy? La population du Camp de Boy attend Biscoto Oligui de venir nous casser. On l'attend, les pieds fermes, gaz ouvert. On l'attend. On l'attend seulement. Voilà. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous avons vécu ici, on a perdu des papas et des mamans. Ici dans le Camp de Boy. Ouais. On l'attend. Voilà, donc merci très chers compatriotes gabonais. Vous avez écouté également les propos de représentants également de la jeunesse de ce quartier. Il le dit aisément qu'avec plus de 30 ans d'existence ici au quartier, il a le son cordon ombilical ici, sans compter également les reliques de leurs différents parents. Et à point qu'on va venir tout saccager, tout casser ici, eh bien, il le dit aisément qu'il attend voir comment Biscoto Oligui-Nguema va arriver ici et de faire mener la même opération qu'il a fait dans les différents autres quartiers. C'est donc une manière, une fois de plus, d'interpeller le chef d'État à la vigilance et retenue prudente dans toutes ces politiques publiques qui consistent aujourd'hui à détruire tous ces quartiers sous-intégrés, mais sans apporter justement des alternatives, c'est-à-dire des matières de relogement de toutes ces personnes. Et c'est comme si les gens voulaient faire un faux fuyant parce qu'il y a des vraies préoccupations, et bien ils ne s'intéressent pas à ces vraies préoccupations. Ils préfèrent une fois de plus désorganiser notre système familial, détruire toutes ces familles pour qu'elles puissent être dispersées comme la mienne, et c'est une situation quand même assez désagréable. Le rôle de l'État, c'est d'apporter le confort, le bien-être des populations et non celui justement de détruire ces familles, de pouvoir les disperser. On essaie pour que ces personnes se retrouvent où? Et nombreux déjà soit la belle étoile comme la ville de Bakouma, pratiquement près de 3000 à 4000 personnes, et cela ne leur suffit pas. Ils vont continuer à opérer. Et dès lors que vous leur avez donné d'ailleurs la possibilité d'agir maintenant avec immunité, puisqu'ils ont la chambre bicamérale monocolore, ils ont les conseils municipaux monocolores, ils ont un exécutif monocolore, et bien vous allez vivre l'heure. Vous n'aurez que vos larmes pour pleurer, parce que lorsque la misère, la disette va encore davantage frapper dans les villes et villages, dans les quartiers, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de rejoindre la troisième voie, la voie du non-alignement, avec pour paternité David Bakouma, Alain Gauthier et plusieurs autres qui ont décidé de ne pas appartenir au groupe de l'Union démocratique des bâtisseurs, encore moins celui du Parti démocratique. Vous êtes à l'émission Atmosphère, voilà l'atmosphère qui prévaut aussi du côté justement du Camp de Boy, et tout à l'heure là vous me retrouverez également du côté de Télé Africa, je dis même Télé Africa, TV Plus Afrique, où j'ai également une fois de plus été invité, et hier également j'étais invité. Malheureusement j'ai vu le message en retard, je n'ai pas pu me déplacer, mais ce soir là je vais me déplacer du côté de 22h à travers l'émission politique qui est animée par ce jeune compatriote, un brillant journaliste dont j'ai du respect et la considération, qui arrive à m'inviter pour pouvoir débattre toutes les problématiques liées aux enjeux de demain. Oui, vous vous souviendrez que David Bakouma avait déjà été déclaré persona non grata auprès des chaînes de télévision pour pouvoir me museler. Mais là, il y a TV Plus Afrique qui m'a fait l'honneur, le privilège
une fois de plus, d'être consultant là-bas pour pouvoir aider Brice Côté Oligui Nguema dans la quête de la vérité, aider les populations à atteindre le fondamental demain avec succès. Et je vous informe également que je suis également invité à une chaîne de télévision panafricaine. Vous connaissez très bien la chaîne de notre frère, je crois, Raoul, voilà, du côté de Dakanda. Et là-bas également, il s'est invité pour continuer à poursuivre toute cette problématique-là. Donc, merci encore, vous qui me suivez depuis pratiquement une heure. Je suis David Berakouma, la pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de langue, un rocher de scandale pour ceux qui n'ont pas cru, une pierre d'achoppement, frappée du sol du savoir et l'onction de la faculté, cerveau serveur divinement électrifié. Vous étiez à l'émission Atmosphère, intervention chicale électorale et judiciaire, animée par David Berakouma. Restez connectés sur ma page Facebook de demain, David Berakouma, le prince à demain. Ciao, ciao, hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar nuestro país de